BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler évidemment de la crise que traverse et visiblement les vents sont très contraires. L'industrie automobile, on en parle avec Luc Châtel qui est président de PFA, la plateforme de l'automobile. Bonsoir Luc Châtel. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous, surtout aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. À l'instant, Justine Vassogne le disait, Valeo a annoncé, donc ça y est, il y a 858 suppressions, 868 suppression de postes en France, fermeture d'usines. Il y avait 2 usines de Michelin. Il y a Stellantis aussi qui ne ferme pas d'usine mais qui met à l'arrêt. On voit bien que la filière automobile, comme on pouvait s'y attendre, comme vous l'avez dit Luc Châtel depuis longtemps, traverse une période de turbulence. Est-ce que vous attendez à d'autres fermetures d'usines? Quelle analyse vous faites de ce qui est en train de se passer? Il faut bien comprendre que la crise automobile rentre dans une nouvelle phase, une phase critique, qui, je le dis solennellement, mais calmement, peut remettre en cause sa pérennité en Europe. Qu'est-ce que nous vivons actuellement? Nous vivons une addition de crises. Une crise liée au volume, c'est-à-dire que le marché en Europe et en France en particulier reste anormalement bas, moins 23%, je rappelle, en France par rapport à 2019, à l'avant-Covid. Ça veut dire que nous sommes un métier de volume, et quand on n'a pas les volumes, on est vite en dessous du point mort, et là, ça peut aller très vite. Mais 605 000 contre 766 000 voitures produites en France en 2023, donc on voit bien, c'est effectivement... Là, vous parlez de Stellantis. Oui, Stellantis, pardon. Mais sur l'ensemble, on estime que cette année, on va produire autour d'1 300 000 voitures. On produisait 3,5 millions il y a 30 ans. Oui. Donc je veux dire, ça montre le chemin que parcourt notre industrie. On a une deuxième crise qui est une crise liée au passage à l'électrique, où là, le marché ne prend pas. On a un peu oublié le consommateur. C'est un énorme sujet, parce qu'il y a des investissements massifs qui ont été réalisés. Puis on a un troisième sujet qui est lié à l'arrivée massive des constructeurs chinois, avec des produits de qualité et à bas coût. Et donc les trois réunis nous amènent dans une situation horriblement difficile, avec des conséquences sur les défaillances d'entreprises et des conséquences sur l'emploi. Et donc quand nous avions annoncé en 2021 l'Observatoire de la métallurgie, que nous avions animé à la plateforme automobile, moins 65 000 emplois, conséquence, je rappelle qu'il y avait à l'époque 400 000 emplois dans l'industrie automobile, il y en a aujourd'hui 350 000. Quand nous avions annoncé moins 65 000 emplois avec le passage à l'électrique, c'était un niveau d'activité que nous avons connu avant le Covid. Aujourd'hui, on est encore une fois à moins 20% en dessous de ce niveau-là. Donc vous avez une accélération, et je ne suis pas optimiste, parce que les chiffres de cette fin d'année sont pas bons. Ça fait le 6e mois consécutif que nous sommes en recul sur le marché en France. Les prises de commandes ne sont pas bonnes. Donc nous allons avoir certes des lancements en France, la nouvelle R5, la IC3, mais la situation est très préoccupante, très préoccupante. Et est-ce que vous avez, parce que vous dites des mots forts, Luc Châtel, en disant la pérennité même de l'industrie automobile, il faut quand même voir que l'industrie automobile, ça va faire de lance de l'industrie française, mais aussi européenne. Est-ce que vous diriez que cette fameuse décision de supprimer le moteur thermique en 2035 qui est à l'origine de tout ça? Est-ce que finalement la Commission européenne a sabordé l'industrie automobile européenne et française? J'avais employé ce mot à l'époque, tout en disant qu'il était indispensable que l'industrie automobile effectue sa mutation et soit apporteur de solutions face au changement climatique. Mais j'avais dit, cette décision unilatérale de responsables politiques, sans concertation, sans évaluation des conséquences, analyse globale sur l'ensemble du cycle de vie, était un sabordage. Et nous y sommes. Ouais. Et on voit aujourd'hui les conséquences de cela. C'est-à-dire c'est au moment où le marché était historiquement bas que nous réalisons ce virage avec des investissements absolument gigantesques, plus de 200 milliards d'euros en Europe. Ouais, et avec à la fin l'oubli du consommateur final. Ouais. C'est-à-dire qu'on a oublié qu'à la fin il y avait quelqu'un qui s'appelait le consommateur, le client, qui achetait les voitures ou qui achetait pas. Or là, en ce moment, il n'achète plus. Ouais. Et puis en plus, il y a le coup de rabot, on va en parler parce que voilà, c'est là aussi c'est tombé aujourd'hui, le coup de rabot sur les véhicules électriques, c'est pas, tout ça n'est pas, enfin c'est un peu incohérent. Je voudrais qu'on reste un instant
sens justement sur les conséquences de ce sabordage de l'industrie automobile. Vous vous attendez à d'autres fermetures d'usines? Je parle dans l'Hexagone. Et est-ce que vous vous attendez à combien de plans sociaux? Alors, moi, je ne suis pas optimiste ce soir sur votre plateau. C'est-à-dire que vous l'avez rappelé tout à l'heure que je n'arrive pas ce soir avec un nouveau discours. Je tiens ce discours depuis des mois au nom de la filière automobile. Toutes nos entreprises sont très inquiètes et elles ont déjà annoncé un certain nombre de restructurations, notamment en France. Aujourd'hui, il y en a eu de nouvelles. Il y en aura dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Non, je ne suis pas optimiste. Et donc, face à cela, le sujet, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ? Oui, mais donc quand même, vous vous attendez à ce qu'il y en ait d'autres annonces. Oui, je ne suis pas optimiste sur vous en avez déjà sur votre bureau, si j'ose dire. La demande n'est pas là, parce que l'état des entreprises de la sous-traitance est très difficile. Nous avons les mutations que vous connaissez, c'est-à-dire des métiers qui sont en train de disparaître et des entreprises en reconversion. Et donc, nous allons avoir besoin d'accompagnement massif de ces entreprises et de ces salariés surtout. Alors, justement, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, elle dit qu'elle s'attend à 250 plans sociaux dans l'industrie, pas uniquement dans l'industrie automobile, mais enfin, évidemment, vous êtes malheureusement en première ligne. Du reste, elle appelle les salariés à se mettre en grève pour occuper les usines, pour empêcher tous ces licenciements. Qu'est-ce que vous demandez? Je crois que vous avez envoyé un courrier au Premier ministre, à Michel Barnier. Qu'est-ce que vous demandez? Est-ce que vous demandez le retour de la loi Florange? Est-ce que vous demandez, peut-être que non, mais en tous les cas, le retour à l'utilisation du chômage partiel? Qu'est-ce que vous demandez là, Luc Châtel? Moi, je crois qu'il y a 3 réponses à apporter à la crise, l'accélération de la crise que nous vivons. La première, c'est de ne pas ajouter une nouvelle crise à la crise. Ne pas en rajouter, de grâce. Ça veut dire on va parler des bonus, on va parler des malus, on va parler du génie créatif parlementaire auquel on assiste tous les jours. Aujourd'hui, un amendement parlementaire qui veut taxer, je dis bien taxer, malus, les véhicules électriques. Voilà, c'est du génie. Ouais. Bon. Donc, de grâce. Mais en plus, c'est quelqu'un de votre majorité, encore si je peux dire que vous faites encore partie de cette majorité, même si vous avez basculé dans le civil. Je rappelle que j'ai quitté toutes mes fonctions politiques. Donc, je veux dire, arrêtons de nous taper dessus. Encore une fois, la survie de cette industrie, et je ne suis pas le seul à le dire. Écoutez les industriels allemands. J'observe d'ailleurs que Ursula von der Leyen, aujourd'hui même a compris qu'il y avait une menace sur l'industrie automobile européenne, et aujourd'hui même, alors qu'elle présentait pour le vote sa commission devant le Parlement européen, où elle a obtenu une majorité, eh bien, elle a proposé qu'il y ait, je cite, un dialogue stratégique avec l'industrie automobile, en indiquant que cette situation était très préoccupante. Voilà. C'est un peu tard pour le dialogue, si vous voyez, ça m'amuse beaucoup, parce qu'on a pris les décisions avant de faire le dialogue. Un peu tard pour le dialogue, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où les décisions ont été prises il y a plus de 2 ans, et on veut faire du dialogue aujourd'hui. C'est un peu surréaliste. Alors, justement, demain, il y a une réunion là-dessus pour savoir qu'est-ce que peut faire l'Europe en termes de compétitivité. Lorsqu'on regarde la rapidité à laquelle ça bouge aux États-Unis, notamment avec ce qu'a annoncé hier Donald Trump. Alors, on n'est pas encore concerné, mais on va être concerné, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette réunion de demain? Alors, j'en viens, c'est ma deuxième mesure, je pense, pour répondre à cette crise, c'est qu'il y ait un choc européen pour la compétitivité et pour l'industrie automobile en particulier. Nous demandons depuis 6 mois un pacte automobile européen, c'est-à-dire nous avons réglementé au niveau européen unilatéralement, mais on n'a pas mis en face un vrai plan stratégique avec des investissements dans l'innovation. Quand je pense qu'en France, on dépend encore de la pérennité du crédit impôt recherche, alors qu'il nous faudrait des aides massives dans l'innovation, parce que sinon on va être laminé par ce qui est en train de se passer par les Chinois ou les Américains. Donc on a besoin d'un plan massif dans l'innovation au niveau européen. On a besoin, je parlais du personnel, de fonds d'accompagnement européens, parce que c'est au niveau européen cette reconversion de notre industrie. Et donc les salariés, ils vont devoir être accompagnés, pour certains jusqu'à la retraite, d'autres pour trouver d'autres métiers, donc avoir des formations. Ce sont des fonds gigantesques. Nous n'avons plus les fonds en France. Nous avons dans le cadre de contrats de filière des dispositifs. Certains sont déjà épuisés, d'autres n'existent pas. Et je rencontrerai le directeur de cabinet du Premier ministre vendredi pour évoquer
évoqué ce sujet avec lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter à la violence de cette crise au niveau de l'emploi? Et puis, nous demandons une harmonisation des aides au niveau intra-communautaire. C'est-à-dire que on peut pas imaginer que tous les nouveaux investissements dans l'automobile qui se fassent en Europe, qui vont se faire, notamment via les Chinois, mais pas que, ils se fassent uniquement en Europe de l'Est. Parce qu'il y a encore ce différentiel qui fait que si vous êtes hongrois ou slovaque, vous avez 40 ou 50% d'aide européenne, alors qu'en France, vous avez 10%. C'est pas possible, ça. Il y a un moment où il faut tout mettre à plat. Voilà. Et puis on a un énorme sujet de compétitivité qui est évidemment la question de l'énergie, puisque je rappelle que quand on passe à l'électrique, on passe d'une part dans le prix de revient d'une voiture qui était à 3% environ, à environ 10%. Donc si vous êtes 50% plus cher en énergie sur une part qui paye 10%, c'est clair, en termes de choix d'investissement, vous venez plus en Europe pour faire des voitures. C'est ce que dit très très bien Christophe Périllat, le patron de Valeo, justement, qu'on a reçu dans le cadre de l'entretien HEC. Et il dit, mais attendez, il faut quand même voir qu'on a une perte de compétitivité. L'inflation a été, la perte de compétitivité a été de 25% depuis la crise en Ukraine et donc les conséquences sur le prix de l'énergie par rapport aux Chinois. Mais comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Mes adhérents à la plateforme automobile, constructeurs, équipementiers ou même certains grandes ETI mondialisés payent leur énergie en Europe 50% plus cher qu'en Chine ou aux États-Unis. Alors qu'on est capable de produire de l'énergie nucléaire à bas coût. Oui. Voilà, donc c'est l'absurdité du système. Et ça coûte beaucoup à la compétitivité de notre industrie. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, j'évoquais les aides à l'innovation qui sont très importantes. Il y a la question du coût du travail. Si vous voulez, ça c'est de l'intracommunautaire. Vous espérez quand qu'il est, parce qu'il y a urgence là, puisque alors on sent que c'est en train de bouger au niveau européen. Il fallait laisser le temps à la Commission de s'installer. C'est désormais le cas. Je pense que les messages d'alerte que nous avons passés, industriels français, mais aussi allemands et aussi espagnols, puisque nous nous coordonnons dans nos actions. La situation en Allemagne va être encore plus violente. Pourquoi ? Parce que l'industrie automobile est beaucoup plus puissante. La part de marché de l'industrie automobile en Allemagne est beaucoup plus importante que la nôtre et elle est beaucoup plus dépendante de la Chine. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a l'Allemagne se réveille avec un problème dans son modèle économique dans l'automobile. Donc on voit bien que sous cette pression et sous ce constat des industriels de l'automobile, il semble que les pouvoirs publics européens soient en train de prendre la mesure de la situation. Donc on va voir ce que Ursula von der Leyen met derrière ce dialogue stratégique. Elle veut réunir les industriels de l'automobile en Europe. Mais moi, je tiens à alerter le gouvernement français. De grâce, on rentre dans la fin de la discussion budgétaire. N'ajoutez pas une crise à la crise. Oui, enfin là, ils sont en train de rajouter une crise à la crise de la crise, puisque avec l'histoire de ce coup de rabot sur les voitures électriques, et notamment, alors le leasing social, il sera a priori maintenu, mais les coups de rabot, qu'est-ce que vous dites là Je dis que d'abord, c'est pas un coup de rabot, c'est un coup de massue pour l'industrie automobile. Pourquoi ? Au moment où on veut faire décoller la voiture électrique, et c'est notre objectif à tous, puisque nous sommes engagés maintenant dans cette voie. Au moment où vous avez les réacteurs qui sont à fond, hop, on coupe le réacteur. L'avion s'écrase dans ces cas-là. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'année dernière, on avait 1,5 milliard de bonus pour l'incitation des véhicules électriques. L'enveloppe de cette année serait de 700 millions. On divise par deux. C'est pas un rabot. On divise par deux. Voilà. Et là-dedans, dans les choix qui sont faits, par exemple, on décide de ne plus du tout subventionner le véhicule utilitaire léger, les VUL, qui sont produits en France, accessoirement, et sur lesquels nos constructeurs nationaux sont plutôt présents sur le marché. Ça, c'est une erreur. On ne revient pas sur l'erreur qui avait été commise l'année dernière de subventionner les flottes. Les flottes automobiles, c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est une vente, exactement, c'est une vente sur deux. Et puis ensuite, c'est bon pour le marché des jeunes occasions, puisqu'au bout de 6 mois, beaucoup de ces véhicules sont remis dans le parc de l'occasion, et donc ça électrifie l'occasion. Donc ça joue aussi sur le stock. Donc c'est important parce que ça permet d'abaisser le niveau de CO2 global du parc automobile. Mais comment vous expliquez ça ? On connaît évidemment le budget de la France. C'est ce que j'allais dire. Ancien ministre que je vais rappeler la situation budgétaire de la France. Je comprends parfaitement la situation budgétaire et je comprends que le Premier ministre soit amené à prendre des mesures radicales. Sauf que, autant nous sommes d'accord avec le principe concernant l'automobile et l'électrification de l'automobile d'un système de péréquation et de solidarité entre je prélève sur les véhicules les plus polluants
pour redistribuer, pour inciter les gens à acheter des véhicules électriques. Mais là, c'est plus du tout ça. Puisque là, on va avoir un malus. Alors, j'attends les arbitrages sur le malus qui ne sont pas encore intervenus. Parce que là, normalement, on attendait le décret aujourd'hui même. Là, sur ce. Mais c'est pas un décret. Non, mais sur le bonus, j'entends. Il va apparaître demain, peut-être demain matin au journal officiel. Maintenant, on connaît. Mais effectivement, sur le malus, pour l'instant, c'est. Sur le malus, les premiers projets qui avaient été mis sur la table sont très préoccupants. Pourquoi ? Parce qu'on n'est plus dans 10% des véhicules qui financent les véhicules électriques. L'année prochaine, il y a plus de la moitié des véhicules qui seront victimes d'un malus. Et si on se projette à 3 ans, ce sera 72% des véhicules thermiques vendus en France qui feront l'objet d'un malus. Donc ça, c'est pas un système de péréquation et de solidarité. C'est une taxe sur l'automobile, sur les automobilistes. Voilà. Et c'est là que nous ne sommes pas d'accord. C'est qu'au moment où on investit des milliards dans la transition énergétique, où on veut être le fer de lance, on va être à l'avant-garde de cette bataille pour le climat, eh bien, on prend des décisions qui vont dans le sens inverse. L'augmentation de la taxe sur l'électricité, c'est absurde au moment où vous dites aux Français je veux que vous consommiez davantage d'électricité parce que vous allez acheter une voiture électrique. Donc ce sont les contresens qui nous posent difficulté. Oui. Et encore une fois, la filière, peut-être qu'en temps normal, elle pourrait encaisser de telles dispositions. Là, nous sommes dans une situation horriblement fragile et donc face à tous les dangers. Je disais, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan social ? Qu'est-ce que vous envisagez quand vous discutez avec vos membres de la PFA ? Est-ce que vous estimez que, je ne sais pas, le retour à l'APLD, là c'est l'allocation pour le chômage partiel de longue durée, est-ce que c'est ça qu'il vous faudrait comme dispositif ? La loi Florange, ça, est-ce qu'elle pourrait vous être imposée plutôt ? C'est-à-dire que il faut trouver une solution sur un site qu'on décide de fermer. Alors, la loi Florange existe et elle est appliquée en l'occurrence pour les entreprises que vous avez citées tout à l'heure. Mais je ne suis pas sûr que la mesure miracle de l'allocation chômage longue durée soit la réponse. C'est horriblement coûteux pour lequel quand on parle des finances publiques. Et je pense que chaque situation est différente. Vous savez, les entreprises de la filière automobile, d'abord, elles sont responsables. Regardez ce qui s'est passé avec Michelin, et ce qui est annoncé c'est brutal quand même. Non, mais c'est brutal, mais on propose des solutions à chaque fois qu'on le peut pour les salariés. Ensuite, pour les cas où il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de possibilité et tout, eh bien oui, là c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il nous faut des fonds d'accompagnement sur la reconversion. Oui, nous l'avons fait dans la filière, par exemple, quand on a ouvert l'école de la batterie dans les Hauts-de-France. On construit 4 gigafactories, ce sont des métiers complètement nouveaux, c'est des métiers issus de la chimie, ça n'a rien à voir avec l'automobile. Eh bien on propose à des opérateurs sur des chaînes d'assemblage automobile de faire des programmes de 400 heures de formation et on les transforme en opérateurs dans des usines de batterie. Donc c'est ce type d'outil qu'il va falloir renforcer compte tenu de la gravité de la situation. Merci beaucoup Luc Chatel d'avoir été avec nous, donc président de la plateforme de l'automobile. On a compris, la pérennité même de l'industrie est en cause et qu'on se trouve, vous trouvez face à une situation quand même très grave et vous avez rendez-vous, donc vous avez dit, avec le directeur de cabinet du Premier ministre vendredi. Voilà.